afin d'étudier expérimentalement l'influence de différents paramètres sur une transformation chimique, on mélange en différentes proportions des solutions d'iodure de potassium et de peroxysulfate de potassium, de même concentration. La réaction responsable de cette transformation a pour équation S2O8 plus 2I- donne 2SO4 plus I2. Le tableau résume les conditions expérimentales durant ces expériences. Pour la première expérience, on prend 20 ml d'une solution d'iodure de potassium, c'est-à-dire une solution qui contient I-. Et on prend 20 ml d'une solution de peroxysulfate de potassium. Le peroxysulfate de potassium, c'est S2O8. Donc cette solution contient 6 ions. Et on a pris 0 ml d'eau, pas d'eau, dans la première expérience. Et la température en degrés Celsius, c'est 19 degrés Celsius. Pour la deuxième expérience, 10 ml d'iodure de potassium, 20 ml de peroxysulfate de potassium, 10 ml d'eau et toujours à la même température. Pour la troisième expérience, on prend le même volume des deux solutions, 10 ml, 10 ml, et un volume d'eau égal à 20 ml. La température, c'est 19. La quatrième expérience, les mêmes conditions que la première, 20 ml chaque solution, et une température de 50 degrés et pas d'eau, 0 ml d'eau. Première question. Pourquoi ajoute-t-on de l'eau dans certains cas? C'est-à-dire dans ce cas et dans ce cas, pourquoi on a ajouté de l'eau? Normalement, en chimie, on ajoute l'eau pour diluer la solution, c'est-à-dire augmenter son volume. Et une fois le volume de la solution est augmenté, la concentration des espèces qui y se trouvent se voit diminuer. Donc, on ajoute de l'eau dans certaines solutions pour diluer ces solutions. Donc, première question, on ajoute l'eau pour diluer la solution. Deuxième question, quelle observation permet de savoir si un mélange réagit plus vite ou bien plus rapidement qu'un autre? Nous avons vu dans le cours de chimie, des transformations rapides, transformations lentes, que le I2 colore progressivement la solution en couleur brune. Chaque fois qu'il y a formation de I2, il y a apparition de la couleur brune. Donc, je vais savoir si le mélange réagit plus ou moins rapidement lorsque la couleur brune apparaît plus ou moins vite dans ce mélange. Donc, pour la deuxième question, la réaction sera rapide dans le mélange où la coloration brune apparaît le plus vite. Donc, je rappelle, I2 colore la solution en couleur brune. Plus la couleur apparaît plus vite, plus la réaction est rapide. Troisième question, la réaction est plus lente dans l'expérience 2 que dans l'expérience 1. Que peut-on déduire? Donc, pour comparer la concentration des réactifs dans les expériences 1, 2, 3 et 4, il suffit de comparer les volumes ajoutés de chaque solution, puisque le volume final est toujours égal à 40 dans les 4 solutions. Donc, on va comparer l'expérience 2 et l'expérience 1. Alors, dans l'expérience 2 et 1, on a la même température. Donc, on n'a pas comparé la température puisqu'elle est constante. Donc, on doit comparer la concentration initiale des réactifs dans l'expérience 1 et l'expérience 2. Dans les deux expériences, la concentration de S2O8 est la même, que ce soit dans la première ou bien dans la deuxième, puisque c'est le même volume ajouté. Mais la concentration des ions I-, elle est importante dans l'expérience 1 que l'expérience 2. Du fait que dans l'expérience 1, on a ajouté 20 ml et dans l'expérience 2, on n'a ajouté que 10 ml. Donc la différence entre les deux expériences, c'est que dans la première expérience, la concentration initiale des réactifs
est plus grande que celle des réactifs dans la deuxième expérience. Et on sait que la concentration est un facteur cinétique. Plus précisément, plus la concentration est grande, plus la vitesse de la réaction est grande. Donc, la transformation 1 sera plus rapide que la transformation dans l'expérience 2. C'est ce que dit l'énoncé. La réaction est plus lente dans l'expérience 2 que dans l'expérience 1. Donc, je peux déduire que la concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique, car la seule différence entre les deux expériences, c'est que dans la deuxième expérience, la concentration de I- est plus petite que celle de I- dans la première. Donc, on écrit comme réponse, on en déduit que la concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique. Et je compare la concentration du I- dans les deux expériences. Donc, j'écrirai que la concentration initiale de I- dans l'expérience 2 est plus petite que la concentration initiale de I- dans l'expérience 1, car le volume ajouté dans l'expérience 2 en I- est inférieur au volume ajouté dans l'expérience 1 en I-. Par contre, la concentration de S2O8 initiale dans l'expérience 1 est la même que la concentration de S2O8 initiale dans l'expérience 2. Donc le facteur qui a fait que la réaction est moins rapide dans 2 que 1, c'est que la concentration du I- est plus petite. Donc la concentration est un facteur cinétique. Quatrième question. La réaction est plus lente dans l'expérience 3 que dans l'expérience 2. On voit que c'est la même raison que tout à l'heure. Je compare l'expérience 3 à l'expérience 2. Elles ont le même volume en iodure de potassium, mais elles ont des volumes différents dans S2O8. Donc la deuxième expérience a une concentration de S2O8 de moins plus élevée que celle de l'expérience 3. Par contre, elles ont la même concentration en I-. Donc j'écrirai, j'ai la concentration de I- initiale dans l'expérience 3 est égale à la concentration initiale en I- dans l'expérience 2, car le volume ajouté dans 2 en I- il est égal à V ajouté dans 3 en I-. Donc, puisque c'est le même volume, donc c'est la même concentration. Par contre, la concentration en S2O8 dans initiale dans l'expérience 2 est plus grande que la concentration de S2O8 initiale dans l'expérience 3. Donc on va dire que la concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique. On écrit donc la concentration initiale est un facteur cinétique. Cinquième question. La réaction est-elle plus rapide ou plus lente dans l'expérience 4 que l'expérience 1? Donc on voit que les concentrations dans l'expérience 4 sont identiques aux concentrations dans l'expérience 1. Donc ici, on ne va pas étudier l'effet de la concentration. Donc il n'y a pas d'effet de la concentration initiale des réactifs. Mais de point de vue température, la température dans l'expérience 1 est plus petite que la température dans l'expérience 4. Et on sait, d'après le cours, que la température est un facteur cinétique. Plus la température est élevée, plus la vitesse est élevée. Donc je vais dire que la transformation est plus rapide dans l'expérience 4 que l'expérience 1, du fait que la température de l'expérience 4 est plus élevée que celle de l'expérience 1. Donc cinquièmement, la réaction est plus rapide dans l'expérience 4 que l'expérience 1, car la température dans l'expérience 4 est supérieure à la température dans l'expérience 1. Donc cet exercice, il est consacré au facteur cinétique, c'est-à-dire à l'influence de la concentration initiale sur la vitesse de la transformation, ainsi qu'à l'influence de la température.
On va passer au dernier exercice de cette série. On étudie la réaction entre les ions iodure I- et le peroxyde d'hydrogène H2O2 en milieu acide. Pour cela, on prépare un tube témoin dans lequel on verse une solution de diode de concentration 1,5 mmol par litre. On réalise ensuite les mélanges donnés dans le tableau ci-contre à partir d'une solution d'eau oxygénée à 0,06 mol par litre et d'acide sulfurique à 0,4 mol par litre. On verse dans chaque tube 3 ml de solution d'iodure de potassium à 0,4 mol par litre et on relève le temps nécessaire pour que la coloration de chaque mélange coïncide avec la teinte du tube témoin. J'explique un peu l'énoncé pour bien comprendre l'exercice. Alors l'objectif, c'est l'étude de la réaction entre I- et H2O2 au milieu acide. Alors ils ont préparé, ou bien on a préparé un tube témoin. C'est un tube auquel on va comparer les autres tubes. Ce tube témoin, il contient du diode dont la concentration est de 1,5 mmol par litre. On sait que le diode, c'est I2, il colore la solution en couleur brune. Donc ce tube témoin, qui a une concentration de 1,5 mmol par litre, aura une coloration bien précise qui correspond à cette concentration. Maintenant, les trois tubes A et C, A, B et C, on va attendre le temps qu'il faut pour que la coloration de ces tubes soit la même que le tube témoin. C'est cette phrase. On relève le temps nécessaire pour que la coloration de chaque mélange coïncide avec la teinte du tube témoin. Ces tubes sont constitués ou bien sont remplis de la façon suivante. Chacun contient 3 ml d'iodure de potassium. Donc si je suppose que j'ai le tube A par exemple, donc soit le tube A, que je vais schématiser de cette façon, ce tube, il contient 3 ml d'iodure de potassium, c'est-à-dire 3 ml d'ion I- et K+, donc 3 ml d'une solution qui contient I-. Et puis, on rajoute dedans une solution d'eau oxygénée, H2O2, puis une solution d'acide sulfurique qui contient les ions H+, et éventuellement de l'eau. Donc chaque tube, on va rajouter ces trois solutions aux 3 ml déjà existantes dans le tube. Donc si on prend le tube A, il contient au départ 3 ml de I-. Puis on rajoute 1,5 ml de H2O2. Donc celui-là, 1,5 ml. Puis 2,5 ml d'acide sulfurique, H+. C'est 2,5 ml. Les acides sont caractérisés par la présence d'H+, et 3 ml d'eau. Donc le volume total de la solution ou bien du mélange dans le tube A, c'est 10 ml. 3 plus 2,5, 5,5, 7 et 3, 10. Maintenant pour le tube B, il contient déjà 3 ml de la solution iodure de potassium, c'est-à-dire la solution qui contient I-. Mais on va rajouter 2,5 de H2O2 et 2,5 d'acide sulfurique et 2 ml d'eau. En faisant toujours la somme, on trouve 10 ml comme volume total. Le troisième tube, il contient dorénavant 3 ml de la solution d'iodure de potassium et il contient 4,5 ml d'eau oxygénée, H2O2, et 2,5 ml d'acide et 0 ml d'eau. On fait la somme, on trouve 10 ml. Au moment du mélange, c'est l'instant T égale à 0. Alors, la réaction qui va se passer dans chaque tube, c'est la réaction entre H2O2 et I-. Ceci va donner comme résultat I2. Et le I2 va colorer la solution. On attend la durée nécessaire pour que la coloration de chaque tube atteigne la même couleur que le tube témoin. Le résultat donne, pour le tube A, on attend 36 secondes. Pour le tube B, on attend 23 secondes. Pour le tube C, on n'attend que 12 secondes.
À quelle espèce est due la teinte brune qui apparaît? Ici, la réponse elle est classique. La teinte brune est due à I2. Deuxième question, pourquoi ajoute-t-on de l'eau dans les tubes A et B? Ici, il y a deux raisons aussi. C'est premièrement diluer les solutions du tube A et B. Et deuxièmement, pour avoir le même volume total, c'est-à-dire 10 ml pour chaque tube A et C. Donc on écrit, on ajoute l'eau pour diluer les solutions dans A et B et avoir le même volume total du mélange que le tube C. Petit b, calculer les concentrations initiales de H2O2 initial et I- initial dans chacun du tube après le mélange. Alors, pour répondre à cette question, je vais m'aider d'un schéma qui va mieux expliquer la façon dont on va calculer ces concentrations. Je vais raisonner sur un tube quelconque et le raisonnement sera le même pour les autres. Je vais détailler les étapes suivies pour préparer le mélange de chaque tube. On a pris la première solution, c'est celle de iodure de potassium, K+, plus I-. D'après l'énoncé, on a pris 3 ml de cette solution. Elle a une concentration de 0,4 mol par litre. Donc je vais supposer que c'est V1 égale à 3 ml. Ça rappelle ce volume d'iodure V1. Et sa concentration, je vais l'appeler C1, c'est 0,4 mol par litre. J'ai rajouté ce mélange à une solution de H2O2, auquel j'ai ajouté un volume V2. Je prends l'exemple du tube A, 1,5 ml. Sa concentration, je l'appelle C2, et d'après l'énoncé, elle est égale à 0,06 mol par litre. Puis, on a rajouté de l'acide sulfurique, que je vais symboliser par les ions présents H+. Pour ça, on a ajouté un volume V3 égal, d'après ici, c'est 2,5 ml. Il a une concentration C3 égale à 0,4 mol par litre, d'après l'énoncé aussi. Ici, solution d'acide sulfurique 0,4. Puis en fin de compte, on a rajouté de l'eau, H2O. Le volume ajouté, je vais le noter V4 égale à 3 ml. Donc ceci nous a donné le mélange A, le tube A. Donc dans ce tube A, on a un volume total, volume de la solution, est égal à 10 ml. Maintenant, je vais passer aux espèces pour lesquelles je vais calculer la concentration initiale. C'est H2O2 et I-. Alors le I-, je vais le symboliser par exemple par ces croix rouges. 4 croix rouges dans la première solution. C'est grosso modo la quantité de matière de I- qui existe dans le premier tube. Ici, je vais représenter les H2O2 par des croix vertes. On ne me demande pas ni H+, donc je ne vais pas m'intéresser à ceci. Une fois que je mélange ça, initialement, avant qu'il y ait réaction, j'aurai les 3 croix de H2O2 et les 4 croix de I-. Mais les 4 croix au départ étaient dans 3 ml, maintenant ils sont dans 10 ml. Les 3 croix de H2O2 étaient dans 1,5 ml, maintenant elles sont dans 10 ml. La question, c'est calculer la concentration initiale de H2O2 initial et I- aussi. Pour ça, on va utiliser la définition. La concentration d'une espèce X, elle est égale à la quantité de matière de cette espèce X sur le volume de la solution. J'applique cette relation à H2O2 initial. C'est la quantité de matière initiale de H2O2 sur le volume de la solution. Maintenant, comment calculer cette quantité de matière NX? Chaque espèce chimique, si je veux calculer sa quantité de matière,
je vais aller dans la solution initiale de cette espèce chimique avant le mélange. Je répète, pour calculer la quantité de matière de l'espèce X, je vais aller dans la solution de l'espèce X avant qu'il soit mélangé avec les autres. Donc, pour calculer N de H2O2 initial, je vais aller à cette solution-là. Et je vais calculer la quantité de matière de H2O2 à partir de cette solution. Ça veut dire le N de H2O2 ici, c'est C2 fois V2. Donc, j'écrirai que le H2O2 initial égale C2 fois V2. Donc, la quantité de matière se calcule avant le mélange. D'accord? Puisque les 4 croix ici se conservent ici. 4. Donc, au lieu de les calculer ici, je les calcule au départ. Sur le volume de la solution. Le volume de la solution, c'est le volume final. La solution, c'est celle-là. Donc, sur le volume Vs. De même pour la concentration initiale de I-. Elle est égale à la quantité de matière de I- initiale sur le volume de la solution. Le I-, sa quantité de matière sera calculée à partir de sa solution propre avant le mélange, comme on a fait pour H2O2. La quantité de matière de I- dans la solution propre ici, sa solution propre, c'est C1 fois V1 sur le volume de la solution. Et comme ça, j'ai calculé la concentration de H2O2 initialement présente dans le tube A ou bien B ou bien C selon le volume pris. De même pour le calcul de la concentration du I-, c'est sa quantité de matière dans sa solution initiale sur le volume de mélange final. Donc on va faire que l'application numérique pour les 3 tubes A, B, C et calculer ses concentrations. Donc pour A, on va trouver H2O2 initial égale, je prends la concentration, c'est 0,06, multiplié par le volume pris pour la solution 1, c'est 1,5. Ici, ce n'est pas la peine de convertir le millilitre en litre, puisque le volume final ici sera donné aussi en millilitres, divisé par 10. Ça me donne 9,0 10 puissance moins 3 mol par litre. Le calcul de I- initial dans le tube A. C, c'est 0,4, multiplié par le volume pris, c'est 3, sur 10. Ça me donne 1,2, 10 puissance moins 1 mol par litre. Si vous entendez un bruit, c'est le bruit de la pluie, les premières pluies de cette année. Pour la solution B, on refait la même chose. Le H2O2 initial égale. La concentration, c'est toujours 0,06. Mais le volume pris pour le tube B, c'est 2,5. Le volume total, c'est 10. Donc, ça nous donne 1,5, 10 moins 2 mol par litre. Pour le I-, on fait la remarque suivante. Tous les tubes ABC contiennent le même volume de I-, 3 ml de concentration 0,4. Donc, dans les 3 tubes AC, on va avoir toujours la même concentration. C'est 1,2 10 puissance moins 1 mol par litre. Pour la solution qui est dans le tube C, la concentration de H2O2 initiale, elle est égale, toujours 0,06, mais fois 4,5 sur 10. Ça donne 2,7 10 moins 2 mol par litre. Pour le I-, c'est la même concentration que tout à l'heure. 1,10 moins 1 mol par litre. Et comme ça, on a calculé la concentration de l'eau oxygénée et du I- dans chacun des tubes.
On s'est intéressé à ces deux espèces parce que ce sont les deux espèces qui vont réagir entre elles, c'est-à-dire la concentration initiale des réactifs. Troisième question et dernière question. Quel est le facteur cinétique mis en évidence? Ça se voit clairement qu'on a fait varier la concentration de l'eau oxygénée. On a fait varier la concentration initiale de l'eau oxygénée. Le mélange C contient la plus grande concentration en H2O2. Puis, c'est le mélange B qui le suit, puis c'est le mélange A. Mais la concentration du U- est restée la même. Donc, on a augmenté la concentration initiale de l'un des réactifs du tube A jusqu'au tube C. Donc, d'après le cours, la réaction sera plus rapide dans C que dans B que dans A. Ce qui se voit bien entendu dans les durées. Donc, il mettra une courte durée dans C par rapport à B et par rapport à A. Donc, le facteur mis en évidence ici, le facteur cinétique, c'est le facteur concentration initiale des réactifs. Le facteur cinétique mis en évidence est la concentration initiale des réactifs. On voit bien ici que le résultat trouvé coïncide avec les résultats des tableaux. Donc, le mélange en C, la réaction est plus rapide que B et plus rapide que A. J'espère que vous avez bien profité de cette séance d'exercice. Si vous n'avez pas compris une solution, essayez de la revoir une fois ou deux fois. Et si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Merci et à la prochaine séance.